mais c'est un avantage non seulement financier, mais même un avantage économique. Et beaucoup de sociétés aujourd'hui veulent venir installer, même si leurs affaires avec le Sénégal sont relativement peu importantes, la sécurité du Sénégal, les avantages de situation du Sénégal, les infrastructures du Sénégal, autant routières que les infrastructures de télécommunications, font que certaines sociétés préfèrent venir s'installer à Dakar, même s'ils opèrent dans d'autres pays. Alors, cette cité des affaires, c'est comme ça que je l'avais conçue. Mais ça suppose que l'aéroport, le nouvel aéroport fonctionne. Donc, à partir de l'année prochaine, après l'ouverture du nouvel aéroport, nous devons utiliser les structures actuelles de l'aéroport, le port Sédar Senghor, pour y édifier la cité des affaires. Vous voyez donc que cette cité, c'est quelque chose d'énorme. C'est énormément d'argent, c'est des milliards de dollars. Pour construire les infrastructures routières, on laissera un petit espace pour au moins recevoir des avions d'hommes d'affaires, et on s'est aperçu que l'espace dans lequel l'aéroport Sédar Senghor est construit comporte des titres fonciers appartenant à des privés. L'État de l'époque de Senghor a conçu un aéroport et en même temps a occupé des titres fonciers. Titres fonciers, c'est pas la propriété traditionnelle où on dit que mon père avait cultivé là et là, etc. Non, des titres fonciers. Donc ces gens doivent être dédommagés. Ils ne réclament rien. En tout cas, ils n'ont pas présenté de réclamation. Ces familles ne m'ont pas présenté de réclamations. Mais vous savez, moi je suis défenseur de tous les intérêts, y compris les intérêts des Sénégalais, et que je suis un réparateur d'injustice. L'État a occupé par le fait du prince ces terrains. Nous allons les identifier les propriétaires et les dédommager avant de reconstruire ou de construire la cité des affaires dans cet espace. Donc c'est un des projets, sinon le projet le plus important ou le plus grand des grands projets du Sénégal, la cité des affaires. L'aéroport, c'est un grand projet, mais la cité des affaires, c'est un projet plus grand encore que l'aéroport international de Diass. En même temps, nous avions soulevé la question de stockage du pétrole. Nous ne produisons pas de pétrole, mais si nous arrivons à faire stocker du pétrole au Sénégal pour le distribuer dans la sous-région, non seulement nous serons assurés de ne plus avoir d'insuffisance de pétrole pour nous-mêmes, mais ensuite c'est un avantage extraordinaire. Alors ce groupe, Bin Laden, donc aussi puissant, a fait l'étude et retient l'idée de faire des dépôts de 4 millions de barils. Mais en même temps, il apporte une solution à laquelle on ne pouvait pas rêver. Vous savez que le Mali a énormément de difficultés à se ravitailler pour toutes les marchandises, mais en particulier en carburant. Parce que, enclavé, il est obligé de passer par le port de Dakar ou par un autre port pour avoir du pétrole. Mais pour le Sénégal, nous avons pris un certain nombre de dispositions pour faciliter l'approvisionnement du Mali. Mais le groupe
d'affaires a un projet de creuser un pipeline entre le Sénégal, c'est-à-dire Dakar, et le Mali, de façon que le Mali puisse, à partir d'un bateau stationnant dans le port de Dakar, pomper du pétrole, recevoir du pétrole par pipeline. Ça serait une solution tout à fait révolutionnaire. Et vraiment, il faut s'en réjouir. En même temps, ils veulent construire le nouveau port atlantique, qui sera l'un des plus grands ports de la Côte d'Afrique, et en tout cas des plus modernes. Donc plusieurs projets qui sont chacun des projets extrêmement importants du point de vue de la dimension, du point de vue de la valeur, des coûts financiers. Ici, le Sénégal va pouvoir bénéficier donc de l'ensemble de ces grands projets. C'est pourquoi je me réjouis de l'arrivée donc de ce grand groupe, mais je voudrais ajouter que eux, peut-être parce qu'ils sont musulmans, ils ont ajouté une dimension sociale au projet de la Cité des Affaires, en disant que nous ne concevons pas cela comme un projet qui rapporte de l'argent, ce qu'on appelle profitable business. Alors, pour cela, ils veulent construire des écoles là-bas, des écoles, des collèges, lycées, même si nous voulons une université. Ils veulent construire des hôpitaux, des dispensaires, etc. Tout ce que nous désirons sur le plan social, ils vont le faire sur cet emplacement, sans que nous, ça ne nous coûte rien. Hein. C'est eux qui prennent en charge tous les investissements. Donc, ils n'oublient pas cet aspect social. C'est pourquoi nous lui avons expliqué d'ailleurs que ça correspond à notre doctrine du libéralisme social. Étant des libéraux, nous soutenons le secteur privé, nous faisons tout pour le développement des entreprises, étant un système de libre entreprise, mais aussi nous faisons beaucoup de dépenses pour le développement du secteur social. Ce qui surprend d'ailleurs les socialistes, beaucoup de socialistes. Par conséquent, ce problème, ces projets sont extrêmement importants. Au fur et à mesure, nous vous mettrons au courant, n'est-ce pas, de l'évolution. La Cité des Affaires seulement doit générer quelques 4000 emplois, au moins 4000 emplois. L'étude devra nous parvenir incessamment et nous pourrons nous entretenir, vous entretenir son contenu. Après cet exposé, je voudrais introduire le projet de loi que je vous propose fixant un minimum incompressible de participation de l'État dans les sociétés de télécommunications. Nous commençons par les sociétés de télécommunications, après nous passerons par les autres sociétés en reformulant le code des investissements, particulièrement le code des mines. Il est apparu que nos États, l'État du Sénégal, créent d'excellentes conditions pour les investissements privés, mais ces investissements, lorsque nous les concentrons à une période donnée, suivent l'évolution de l'économie. Parce que notre économie est en croissance. C'est-à-dire que les revenus se créent, se distribuent. Prenez le téléphone. Nous avons fait des concessions d'exploitation du téléphone. Les conditions dans lesquelles nous avions octroyé ces téléphones, la population à l'époque, ces conditions ont tellement varié que leur marché est multiplié par un coefficient très élevé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, non seulement
les Sénégalais ont chacun un téléphone, mais même selon l'âge, les enfants, les jeunes aussi ont des téléphones. Et avec l'augmentation des revenus, vous voyez, du Sénégal, ce secteur se développe avec une vitesse exponentielle. Alors, donc, nous disons c'est très bien. Nous félicitons les sociétés de cette réussite. Mais quand même, nous voudrions, avec l'évolution qui est profitable à cette société, que l'État puisse en bénéficier. Donc, c'est ça la problématique que nous avons posée. Mais donc, ce qui sera possible si nous avons une part fixe minimale dans les sociétés de télécommunications. C'est l'objet du projet de loi, n'est-ce pas, qui vous est ainsi présenté. Je voudrais ajouter que j'ai ici, pour votre information, les statuts d'une société qui va être chargée de gérer les parts de l'État dans les différentes sociétés de télécommunications. Aujourd'hui, la seule société qui a des parts de l'État, c'est la Sonatel. Encore que cette part est insuffisante par rapport à l'objectif des 35%, parce que l'État avait vendu ses parts parce qu'il avait besoin d'argent. Alors, nous allons donc appliquer cette règle, mais chaque fois que nous voudrons augmenter notre part dans le capital, il faudra payer. Mais il y a des mécanismes financiers qui nous permettent de nous libérer, n'est-ce pas, de notre part dans les sociétés. J'en connais au moins deux. Hein. Je crois que ce n'est pas la peine d'insister. Ce sont des sociétés qui, dans les futurs, vont rapporter des revenus. Donc, étant donné leur développement, nous pouvons toujours trouver de l'argent pour couvrir notre part dans le capital. Alors, ces 35% dans le projet de loi sont incompressibles. Ça veut dire que l'État, ça veut dire que le gouvernement n'a pas le droit de vendre ses actions. Parce que ces actions sont une source de revenus permanent pour l'État. Aujourd'hui, les actions que nous avons à la Sonatel nous rapportent près de 20 milliards, si je ne me trompe, monsieur le ministre des Finances. Ça nous rapporte beaucoup. Mais si nous avions gardé les actions que nous avions avant, cela nous donnerait encore davantage de revenus. Et si nous appliquons cette règle de 35%, cela veut dire que le Sénégal encaissera des sommes, l'État du Sénégal encaissera des sommes extrêmement importantes, si vous voulez, qui représenteront à peu près le tiers des bénéfices des sociétés exploitantes. Cette règle, je crois savoir qu'elle existe dans un des pays africains. Il y a un chef d'État qui me l'a dit, mais nous allons modifier, nous allons vérifier tout cela. Je dis que la loi créant l'obligation pour l'État de prendre les parts doit ajouter que ces parts ne peuvent pas être vendues par le gouvernement sans l'autorisation de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, je ne veux pas que le gouvernement, comme la dernière fois avec la Sonatel, dise voilà, j'ai besoin d'argent pour faire des routes, pour faire des dispensaires, etc. Je vais vendre quelques actions de telle ou telle société. Nous disons non parce que ces actions donnent des revenus permanents chaque année. Alors les vendre aujourd'hui et amasser un capital qui va être investi peut-être certainement dans des projets importants. Mais il ne faut pas nous prouver des sources de revenus. Et c'est pourquoi je pense que nous devons retourner chaque fois, si nous voulons vendre les actions, retourner à l'Assemblée nationale, dire aux députés nous voulons vendre les actions. Alors là, il y aura un débat qui, j'espère, dira au gouvernement allez chercher d'autres solutions pour régler votre problème, mais pas la vente de ces actions qui nous procurent